Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre chère collègue Lucie Sauvé qui va nous présenter sa conférence sur l'éducation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté, une nécessaire transformation écosociale au cœur de la crise planétaire. Donc, Lucie Sauvé agit comme professeure titulaire au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. Elle œuvre en outre à titre de chercheur émérite au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, Centre-R, et comme membre de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Elle dirige aussi la revue internationale d'éducation relative à l'environnement qui s'intitule Regard, recherche, réflexion et travaille comme membre du comité de programme cours de deuxième cycle en éducation relative à l'environnement de l'UQAM. Depuis 2011, elle coordonne le collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et des enjeux énergétiques au Québec. Elle s'implique comme membre du comité aviseur national de la chaire UNESCO, en plus de collaborer à plusieurs projets de recherche de cette chaire. Enfin, la chaire des CEMET de l'UNESCO fait partie du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement Centre-R, qui est dirigé par Mme Sauvé. J'ajouterais personnellement que j'ai un message pour toutes ceux et celles qui disent qu'une personne ne peut pas changer le monde. Je vous dirais, vous avez tort. À elle seule, cette chercheuse et activiste remarquable a influencé le parcours de vie de milliers d'étudiants et de plusieurs générations de nouveaux environnementalistes. Elle a et continue à contribuer à changer le monde pour le mieux. Alors, sans plus tarder, voici Madame Sauvé. Merci beaucoup, Julie. C'est bien intimidant de parler après cette présentation. Je vous salue toutes et tous. Et je tiens d'abord à vous dire à quel point j'ai apprécié les conférences que mes collègues ont présentées à l'ouverture de chacune de ces journées du symposium. Donc, la conférence de Paul, Gina, Michael. Et vous verrez que mes propos sont convergents avec les leurs. Nous partageons la même sphère de pensée. Et puis, en quelque part, nous chantons finalement la même chanson, mais chacun à notre façon. Alors, en écho à leurs propos, écoutez, je vais pas me mettre à chanter quand même, là, ne vous inquiétez pas. Je vais apporter à mon tour quelques éléments d'analyse, de réflexion, des pistes pédagogiques pour contribuer à la nécessaire transformation écosociale qui s'impose. Alors, partageons un diaporama avec le titre de ma présentation. Bon, alors on attend que cette présentation se partage. Ici. Merci. Ça va bien. Oui, ça va bien. Ça va bien aller. Voilà, merci. Alors, je vais donc traiter d'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Et dans un premier temps, je vais tenter de situer cette dimension essentielle de l'éducation dans le paysage éducatif global. Et puis, dans un deuxième temps, je vais aborder certaines dimensions particulières de ce champ d'action éducative et je vais m'attarder à ces dimensions critiques et politiques en particulier. Alors, on y va. Lors de la conférence d'ouverture lundi matin, Paul a présenté une synthèse très efficace du diagnostic de la situation actuelle et en particulier de la situation écologique, socio-écologique, qui est marquée de façon dramatique par le bouleversement climatique et la perte de biodiversité et puis les impacts sur les populations humaines qui ont commencé à se manifester et qui s'annoncent malheureusement tragiques
et en particulier pour les plus démunis. Alors, entre autres, la détérioration des écosystèmes, la destruction des habitats entraîne la migration d'agents pathogènes vers les populations humaines. Et à travers cette pandémie, on prend dramatiquement conscience de la signification du concept de santé environnementale. La santé des écosystèmes est intrinsèquement liée à la santé des populations humaines. La pandémie est finalement un effet boomerang de nos façons de traiter le monde vivant. Et cette pandémie actuelle met encore davantage en évidence les disparités sociales. Selon l'auteur amérindien Jacques Forbes, la plus grande des pandémies, c'est la maladie de l'agression envers les autres, envers le monde vivant. C'est la maladie de l'appropriation des forces vitales et du bien commun. Et cette citation-là, c'est un extrait de son livre « Christophe Colomb et autres cannibales ». Ces deux œuvres-là synthétisent aussi très bien la situation, un autre aspect de la situation. La première à gauche, c'est une sculpture de l'artiste Isaac Cordal qui s'intitule « Politiciens discutant du changement climatique ». Alors, les noyés discutent encore. Et puis, la deuxième, c'est une murale de Jody Thomas qui illustre la lente et irréversible submersion. Et face à l'inertie désespérante de nos décideurs, on se rend compte finalement que c'est à nous, l'Assemblée des gens ordinaires, que revient la charge, et chacun dans nos milieux, et tous ensemble, de dénoncer, de résister, de créer, de proposer, de réaliser l'alternative. Et la tâche est infiniment lourde et à contre-courant. Et puis on se demande, mais où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on veut aller? Quel devrait être notre gouvernail? Alors oui, quel gouvernail pour notre action? Le développement durable, c'est-à-dire continuer comme avant, pourvu qu'on prenne certaines précautions environnementales et sociales pour que ne soit pas entravée la marche du développement, c'est-à-dire de la croissance soutenue. Ben, c'est sûr, il y a plein de bonnes intentions mobilisées autour du projet de développement durable. Mais on se demande finalement si le développement durable ne fait pas partie du problème qu'il prétend régler. Alors bon, le gouvernail de la transition, ben, c'est sans doute la seule voie actuellement, la seule voie de changement réaliste, mais il faut accélérer grandement la transition. L'Agence internationale de l'énergie vient de rappeler cette semaine qu'il faut cesser dès maintenant tout projet de développement des hydrocarbures. Donc oui, accélérer la transition énergétique qui est au cœur de la transition écologique, mais on ne peut pas se permettre de transiter trop longtemps. Il va bien falloir finir par arriver quelque part. Il ne nous reste même pas 10 ans pour éviter les changements irréversibles. Alors bon, le gouvernail de la décroissance, bien sûr. Aucune innovation technologique ne porte à elle seule la solution et tout changement technologique a ses effets rebonds. Alors, il faut accéder dès maintenant à une économie de la suffisance, de la décence. C'est la seule voie de sortie. Alors, on parle de décroissance conviviale. Et Pierre Dansereau, notre écologiste, maître à penser québécois, parlait déjà il y a quelques décennies d'austérité joyeuse. Donc, la mutation, certainement. C'est d'un changement culturel majeur dont on a besoin, un changement de paradigme. On est appelé à la résilience et être résilient, c'est passer à travers une situation de crise, d'adversité et s'en sortir vivant, mais transformé.
Le sociologue et philosophe des sciences Bruno Latour invite effectivement à la mutation et dans son ouvrage, un tout récent ouvrage de cette année, Leçon du confinement à l'usage des terrestres, il parle d'une nécessaire métamorphose. Et plutôt que de se demander, mais où va-t-on, où aller, il pose d'abord la question fondamentale, mais où suis-je, où sommes-nous? Et en fait, il observe qu'on le veuille ou non, cette terre ne sera plus la même. Ses conditions d'habitabilité se transforment sous la pression de nos excès, de nos extractions, de nos contaminations. Il faut impérativement apprendre à nous transformer en apprenant à vivre enfin avec terre. Il met un T majuscule à terre, un T majuscule comme une entité vivante, terre comme Gaïa, un tout organique duquel nous faisons partie. Donc, au-delà de notre identité de terrien localisé sur Terre, il s'agit de devenir ou redevenir terrestre, comme appartenant à la Terre, nous dit Bruno Latour. Il faut se rendre compte qu'on est tous enchevêtrés les uns dans les autres à travers le temps et l'espace, avec la matrice de l'eau, de l'air, du sol, avec les galaxies de micro-organismes qui nous traversent. On se transforme et on s'engendre mutuellement. On fait partie d'une mince membrane de vie dont on est en train de transformer la température et toutes les fuites sont fictives, dit Bruno Latour. On ne s'en sortira pas. Il faut se libérer de la violente colonisation de l'économie, dit-il, celle de la globalisation qui phagocyte des pans entiers de territoires et leur population, se libérer de l'économie, celle qui nous fait vivre ailleurs, qui nous met hors sol, qui nous fait prendre les autres humains et le vivant pour des ressources. Donc, la grande mutation, la métamorphose, nous dit Bruno Latour, c'est celle de nous reterritorialiser sur, avec terre, ensemble. C'est là où je suis, c'est là où nous sommes, c'est le seul lieu de notre nouvelle liberté. Alors évidemment, l'éducation est interpellée ici au premier plan et je vais me permettre de revenir une fois de plus sur la trame de fond qui structure mes propos et puis qui sous-tend mes travaux depuis bien longtemps. Et Gina l'a évoqué hier. Cette trame de fond, il identifie et met en relation les trois sphères intégrées d'interaction à la base de notre développement personnel et social. C'est une représentation classique, mais souvent oubliée, et qui peut devenir une feuille de route pour l'éducation. Je présente donc à nouveau, mais rapidement, mais par souci de rigueur, cette figure comme une prémisse de ce que je vais développer ensuite. Donc, au centre, il y a la sphère du rapport à soi, comme être individuel et collectif, la sphère de construction de notre identité. Apprendre à être, apprendre à devenir, apprendre à apprendre, apprendre à entrer en relation, apprendre à prendre soin de soi. Et puis, la sphère de la relation d'altérité humaine, qui est étroitement liée à la première. C'est Albert Jacquard qui nous disait c'est parce que tu m'as dit tu que je peux dire je. Donc, c'est la sphère du rapport à l'autre humain, où on retrouve les enjeux de paix, d'interculturalité, d'équité, de justice, de solidarité et toutes les dimensions éducatives qui sont associées à ces réalités-là. On apprend à prendre soin de l'autre. Et puis, la sphère du rapport à oikos, cette maison partagée entre nous les humains et avec toutes les formes de vie. Et on retrouve dans cette sphère-là, on y retrouve l'éducation écologique. Apprendre à situer sa niche humaine dans l'ensemble du monde vivant et la combler humblement, adéquatement et de préférence joyeusement.
Il y a l'éducation économique, apprendre à se donner des règles de vie ensemble, incluant l'usage et le partage des ressources. L'éducation écosophique, apprendre à donner un sens à notre ancrage dans le monde. Et l'éducation éco-politique qui fait référence au développement d'une éco-citoyenneté. Puis on va y revenir. Alors, cette troisième sphère d'interaction, c'est celle de l'éducation relative à l'environnement. On trouve ici une éducation dont l'objet est le rapport à l'environnement, conçu comme matrice de vie dont il faut apprendre à prendre soin. Cette troisième sphère correspond à un pôle d'interaction fondamental dans le développement personnel et social, sans quoi l'éducation est tronquée et nous demeurons des êtres inachevés. Alors donc, trois sphères d'interaction étroitement reliées entre elles, et si on les distingue, c'est pour mieux analyser nos dynamiques éducatives, mais certainement pas pour les séparer, pour les isoler. Il faut échapper au grand morcellement des multiples éducations à ou éducations pour, qui s'ajoutent aussi au grand morcellement de l'éducation formelle qui est déjà mais tellement compartimentée. Alors, si on les nomme chacune de ces sphères-là, c'est pour mieux les relier entre elles, pour mieux situer notre action éducative. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut choisir en fonction des contextes les réalités plus spécifiques qu'on va aborder dans nos situations pédagogiques. Mais il faut aussi s'assurer qu'au bout du compte, on n'ait rien oublié. Et la sphère du rapport à l'environnement, entre autres, reste malheureusement la grande oubliée des systèmes d'éducation. Et puis, il faudrait quand même encore insister, là, ces trois sphères-là sont étroitement liées les unes aux autres. Elles sont liées transversalement, entre autres, par l'axe du rapport au savoir, comme le fait observer ma collègue Gina. Elles sont traversées aussi par le rapport à l'éthique et par le rapport au pouvoir. Et on va y revenir un peu plus tard. Alors, on peut superposer cette matrice-là. On peut superposer cette matrice-là à cette matrice-là, cette représentation de l'éducation, cette matrice finalement que propose Félix Guattari et qui correspond à un projet d'humanité, à un projet politique et qui s'appelle l'écologie généralisée. Félix Guattari était un psychanalyste et aussi un homme politique très engagé dans le mouvement de l'écologie politique en France. Et il a développé le concept d'écosophie pour alimenter la pensée politique. Et sa proposition-là, elle reste encore, mais tout à fait actuelle. Donc, il invite à l'exercice de ce qu'il appelle une praxis écosophique, axée sur une écologie généralisée et qui intègre trois écologies, trois dimensions de l'écologie. Alors d'abord, l'écologie mentale, qui concerne la construction du sujet. Et en tant que psychanalyste, Guattari insiste beaucoup là-dessus, sur la reconnaissance et l'affirmation de la singularité du sujet. Il insiste sur la reconfiguration des champs interprétatifs qui peuvent nous être imposés et qui deviennent des pièges. Félix Guattari insiste sur l'évitement de toute forme d'aliénation du sujet. Et puis, dans sa conférence de mardi matin, Michael a bien traité de ces pièges-là en lien avec les médias. Puis ensuite, il y a l'écologie sociale. Ici, Guattari insiste sur la recréation d'espaces d'économie autonome au cœur de la réinvention des rapports sociaux, en opposition à ce qu'il appelle le capitalisme mondial intégré. Et puis, en relation avec les deux premières écologies,
Ben, l'écologie de la nature, la reconstruction du lien à la nature dans laquelle il faut apprendre à s'insérer humblement, dit-il, en reconnaissant la dynamique propre du vivant et non pas en intervenant sur la nature. Et puis ensuite, l'écologie sociale. Ici, Guattari insiste sur la recréation d'espaces d'économie autonome au cœur de la réinvention des rapports sociaux et en opposition à ce qu'il appelle le capitalisme mondial intégré. Voilà. Alors, on a parlé d'écologie mentale, on a parlé d'écologie sociale et on a parlé d'écologie de la nature. On reprend? On reprend. C'est juste parce qu'on voyait mal ta diapo. Ah, d'accord. Je ne sais pas si maintenant, on va essayer de le faire ici. Oui, on va reprendre. Alors, peut-être qu'on pourrait mettre... voilà. Comme ça? Oui, c'est bon. C'est parfait comme ça. OK, donc l'écologie mentale, l'écologie sociale, l'écologie de la nature. Et puis aussi, on peut superposer au modèle des 3 sphères interreliées d'interaction à la base du développement personnel et social que je vous ai présenté, la récente proposition psychoécologique de Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre, comme Félix Guattari, il est psychanalyste aussi, comme Félix Guattari, et il développe une vision essentiellement écologique du développement de l'être humain. Il dit, nous sommes au cœur d'un maillage. Merci pour le verre d'eau, Gina. Nous sommes au cœur d'un maillage de 1000 causes enchevêtrées et convergentes en constante évolution. Et pour examiner ces causes-là, qui nous sculptent littéralement, tant physiquement que psychiquement, eh bien, il propose un cadre d'analyse en 3 systèmes. Il y a d'abord le microsystème, qui est la sphère physique de proximité, l'enveloppe proche du corps et le corps qui s'en imprègne, mais biologiquement. Et cette enveloppe-là modifie. Le corps s'imprègne biologiquement de cette enveloppe-là. Cette enveloppe-là, elle modifie le métabolisme même du corps, à commencer par le rapport de l'enfant, du tout petit, avec sa mère. Et puis le mésosystème, celui de la famille, du quartier, de l'école, qui détermine le développement par la force des pressions affectives. Et puis l'exosystème, et celui-là, il est vraiment particulier, est celui des mots et des représentations qui sculptent tout autant le cerveau, qui modifient le métabolisme et donnent un pouvoir énorme au monde des croyances et au sens donné aux réalités. Et en tant que médecin psychiatre, Boris Cyrulnik montre et insiste l'effet réellement physique, métabolique, hormonal et neuronal des mots, des paroles, des récits, de l'univers symbolique dont on sous-estime l'impact sur notre développement. Et c'est ce que je trouve justement particulièrement intéressant dans les propos de Boris Cyrulnik, c'est qu'il met en évidence le rôle de la parole, des mots, du récit comme partie intégrante du système écologique dans lequel on se retrouve. Le corps est un carrefour de pression écologique et l'âme un carrefour de récit, et les deux sont étroitement liés. Nous inventons le milieu physique et psychique qui sculpte notre cerveau et nous fait voir des mondes différents. Et on pourrait développer beaucoup là-dessus. On pourrait évoquer, par exemple, des recherches sur l'usage des intrants chimiques dans l'alimentation et leurs effets, entre autres, sur la fertilité et les capacités d'attention cognitive. Et Boris Cyrulnik nous dit, nous avons la liberté d'agir sur ces pressions écologiques, dont sur les représentations qui agissent sur nous. Et cette aptitude donne un grand pouvoir, entre autres,
aux fabricants de mots et de récits. Donc, les philosophes, les romanciers, les politiciens et les médias, dirait Michael. Et puis, on peut ajouter, bien sûr, les éducateurs. On observe que dans les ouvrages de Bruno Latour, de Félix Guattari, de Boris Cyrulnik, que je viens d'évoquer, eh bien que ces ouvrages-là sont fondés sur une vision essentiellement écologique du monde, qui met en évidence la reliance fondamentale entre les dimensions physiques, sociales et psychiques de notre monde. Ces dimensions-là qui se génèrent et se transforment les unes les autres et nous constituent en tant qu'humains sur Terre, humains avec Terre. Alors, on va retrouver là tout autant d'arguments pour concevoir l'éducation comme un objet, comme un projet résolument écologique. Une éducation traversée par un principe écologique. On parle aussi de plus en plus d'éco-éducation et c'est le sens à donner à l'éducation relative à l'environnement. L'éducation est interpellée ici comme moteur de transformation culturelle majeure, une culture réellement, résolument écologique. Alors, et les sources d'inspiration ne manquent pas pour alimenter une telle culture. Entre autres, cet ouvrage récent qui réunit très habilement et avec efficacité les contributions de 60 penseurs qui ont alimenté la réflexion sur l'écologie. L'écologie est vue comme un mode d'appréhension du monde, comme un principe unificateur en raison de son caractère transversal, l'écologie comme une exigence d'un autre rapport au vivant. Et les concepteurs de l'ouvrage ont réuni les propos de penseurs provenant de toutes les sciences humaines et sociales qui se sont métamorphosés au contact de l'écologie, des penseurs provenant du monde de la littérature, du droit, de l'architecture, des arts, de l'écologie scientifique, en fait, de toutes les sciences naturelles. Et ces concepteurs-là déploient dans leur ouvrage le champ de ce qu'ils appellent les humanités écologiques, qui résultent du dialogue des savoirs, de l'exercice de la transdisciplinarité. Et à travers ce vaste champ de la pensée écologique, 3 questions sont abordées. Comment connaître le vivant? Comment cohabiter avec lui? Et selon quels principes s'organiser? Et en fait, ça pourrait être les grandes questions transversales d'un curriculum d'éducation écologique. Ce serait intéressant aussi de considérer l'éducation comme un champ des humanités écologiques. Et en fait, toutes nos réflexions cette semaine y contribuent. Alors donc, voilà, après avoir esquissé la trame de fond d'une éducation écologique dans laquelle l'éducation relative à l'environnement prend tout son sens, je vais aborder plus spécifiquement certains aspects plus spécifiques de ce champ d'action éducative en explorant les diverses dimensions de l'éducation relative à l'environnement. Alors voilà, l'éducation relative à l'environnement, c'est un très vaste champ d'action éducative. On peut s'y perdre, on peut se mettre à tourner en rond dans un petit coin de ce territoire éducatif. Alors, pour m'y retrouver et pour aider à s'y retrouver, j'ai toujours tenté d'identifier des repères, d'élaborer des typologies qui permettent de reconnaître la diversité et la complémentarité des possibilités éducatives de l'éducation à l'environnement. Alors, c'est comme ça que j'ai proposé cette typologie des différentes dimensions ou fonctions de l'éducation relative à l'environnement. Chaque dimension, effectivement, correspond à une fonction particulière. Donc, la dimension épistémologique, qui a pour fonction la construction du savoir écologique, la dimension ontogénique, qui concerne le développement d'une identité écologique, la fonction éthique, centrée sur la célébration du monde,
la dimension critique, la dimension esthétique, oui, la dimension esthétique importante, on y verra, centrée sur la célébration du monde, la dimension critique qui stimule le questionnement, la dimension politique qui mène à l'engagement et la dimension heuristique qui invite à la recréation d'un monde habité. Alors évidemment, encore une fois, ces dimensions-là ne sont pas coupées, isolées les unes des autres, et si on les nomme, c'est pour mieux analyser notre action éducative et s'assurer de ne rien oublier au bout du compte. Donc, à défaut, on ne pourra pas approfondir chacune de ces dimensions-là. Je vais les survoler rapidement, puis m'attarder un petit peu plus longuement, si je peux, aux dimensions critiques et politiques. Alors, on commence par la dimension épistémologique qui invite à la reconnaissance de la complexité du monde, à la reconnaissance de l'incertitude, de l'importance de la co-construction collective des savoirs et de l'interprétation du monde. Alors, on se rend compte que le savoir environnemental, il est vivant. Tout le savoir environnemental, il n'est pas enfermé sur les rayons des bibliothèques. Il va se construire au fil des jours et nous contribuons à le construire. On apprend qu'on ne peut pas tout savoir au départ d'un projet ou d'une intervention éducative. Et de toute façon, tout le savoir n'est pas nécessairement disponible et c'est insécurisant. Donc, il faut apprendre à se mettre à la tâche d'apprendre ensemble. Alors, on apprend, oui, qu'on peut contribuer à construire le savoir environnemental par nos questions, nos réflexions, notre engagement critique dans l'action. Il ne faut pas attendre de tout savoir avant de se mettre en projet pédagogique ou en projet d'action citoyenne, parce qu'on va attendre très longtemps et on va rester dans l'immobilisme. Alors justement, il faut accepter, en fait, il faut se mettre dans la dynamique d'un apprentissage collectif. Donc, c'est un appel à l'engagement d'apprendre dans l'action, un appel à la collaboration, à la rigueur, pour la construction du savoir. On le sait, le savoir, l'information valide, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui donne la légitimité, la crédibilité dans les débats. L'information valide, c'est le carburant de la pensée critique, qui est elle-même au fondement de la posture politique. Alors, d'où l'importance d'une approche critique du savoir véhiculé par les médias et les acteurs de ce monde politico-économique. Donc, il faut apprendre à construire un argumentaire collectif en toute rigueur. On apprend à démystifier une certaine science. On apprend la valeur du savoir citoyen, du savoir de terrain, du savoir d'expérience. Alors maintenant, la fonction ontogénique qui a trait à l'ancrage, à la construction de soi dans le monde. Il est ici question de la construction de l'identité écologique, la conscience de soi en relation avec oikos, comme partie d'oikos. Il est question d'intégrité, d'authenticité. Et il y a une très, très belle littérature sur la contribution de l'éducation relative à l'environnement, à la construction de soi dans le monde sous différents angles. Donc, toute une littérature sur l'identité écologique, les très beaux travaux de mon collègue Tom Berryman sur l'éco-ontogénèse, la construction de soi dans le rapport au monde vivant à travers les différentes étapes de la vie. La proposition de l'éco-formation qui devient un projet d'apprentissage tout au long de la vie de Gaston Pinault. Et puis l'importance du dehors. De plus en plus, on en parle. Il y a une littérature qui foisonne sur l'importance de la relation au monde vivant, à la nature, pour la construction justement de notre identité écologique. Alors, la dimension esthétique maintenant.
qui nous invite à la célébration du monde. L'art comme mode de production et d'expression de soi dans le monde. Et dans ce symposium, on voit que vous tous accordez une grande attention aux liens entre toutes les possibilités d'expression à travers l'art et à la fonction politique de l'art aussi. Alors, je vous invite à consulter ce numéro thématique de la revue Éducation relative à l'environnement, le numéro 14.1, qui est justement consacré au rapport entre art et environnement dans une perspective éducative. Et puis aussi, ce tout nouveau site web Art et Air qu'ont produit les collègues du Centre de recherche en éducation à l'environnement et aussi associé à la Faculté des arts de l'UQAM. Donc, un nouveau site web qui célèbre tous les points de jonction entre les différentes disciplines artistiques et chacune de ces disciplines-là et l'environnement et notre rapport à l'environnement. Donc, la dimension éthique, souvent, quand on me parle d'éducation relative à l'environnement, sans trop savoir de quoi il s'agit, on me dit « Ah oui, vous enseignez des valeurs environnementales ». Ben, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut véritablement enseigner des valeurs? Et puis, est-ce qu'on doit transmettre des valeurs? Est-ce qu'il n'est pas là plutôt question d'une construction d'un système éthique? Alors, on entre ici dans le grand vertige de la réflexion éthique en matière d'environnement qui nous invite à clarifier nos propres valeurs et aussi à identifier le sens des valeurs dans les discours sociaux. Alors, on invite à la déconstruction des valeurs prises pour acquis. Par exemple, des valeurs de respect, de responsabilité, de vie, de santé. Oui, mais ce sont des valeurs qui flottent et qui n'ont pas de signification si on ne les ancre pas dans le système des valeurs, justement, où elles se déploient. La valeur de la vie, par exemple, n'a pas le même sens pour les partisans du mouvement pro-vie que pour les défenseurs d'une forêt ancestrale. Puis en ce moment, on se demande, de quelle responsabilité et la responsabilité de quel projet politique assume le président d'Israël et les leaders du Hamas. Donc, ces valeurs-là n'ont pas de signification en dehors du système éthique où elles s'insèrent. Et puis, pour mieux analyser les valeurs et clarifier nos propres valeurs et faire des choix appropriés, l'éducation à l'environnement nous invite aussi à explorer une diversité de propositions éthiques. Alors, entre autres, par exemple, cette éthique de la reliance déployée par Spinoza et repris par Arne Ness. En fait, chaque proposition éthique est construite autour d'une valeur pivot. Et ici, cette éthique-là s'ancre dans cette valeur, est déployée autour de la valeur de la reliance qui est étroitement associée à la valeur du bonheur. Et puis, cette éthique de l'indignation que propose Majo Hanzot, l'indignation, l'éthique de la colère. La colère pourrait être vue comme une valeur négative et pourtant, la valeur est présentée ici comme légitime et comme moteur d'action. Et puis, l'éthique du commun, on en parle de plus en plus, le commun étant un principe politique par excellence. Et puis, tout le déploiement de l'éthique autour du concept de éco-justice, les différentes propositions qui y sont associées. Et puis, on peut examiner aussi les diverses propositions qui émanent d'initiatives d'organisations internationales, comme la Charte de la Terre, par exemple,
qui est une initiative de la société civile internationale, et on y reviendra un peu plus tard à son origine, qui a été avalisée par l'UNESCO en 2020. Donc, je vous invite à visiter le site de la Charte de la Terre et en faire une analyse des valeurs qui sont portées par cette charte-là, comme la très belle valeur de la tendresse pour cette maison, la terre, évidemment. La justice socio-économique qui reconnaît que la terre est un grand pauvre, le plus grand de tous les pauvres. Et puis un récent manifeste qui est porté par l'Agora des habitants de la Terre. Cette Agora a été créée en 2018 en Italie par des citoyens ressortissants d'Amérique latine, d'Europe et avec un petit noyau au Québec. Et voilà, qui porte la Charte des habitants de la Terre et évidemment à l'inspiration des travaux de Riccardo Petrella, et qui justement actuellement est en train de déployer et de porter un manifeste à l'attention des organisations internationales. Donc, c'est un manifeste qui propose deux grands axes d'action: agir contre l'inégalité et l'exclusion qui engendre la faim et la soif, et agir en faveur de la science et de la technologie au service de la vie de tous les habitants de la communauté globale de la vie sur Terre. Donc, l'Agora des habitants de la Terre lance une grande campagne mondiale en faveur de la conception, fabrication et utilisation gratuite d'un vaccin anti-Covid mondial. La science doit cesser d'être un instrument utilisé avant tout au service du pouvoir et de l'inégalité. À propos de l'éthique de l'environnement, j'aime bien cette approche de André Beauchamp. André Beauchamp, qui a été le premier commissaire au Bureau des audiences publiques au Québec. Et il dit: j'aurais peur pour ma part d'une éthique en vase clos. J'aurais peur de l'élaboration théorique par quelques savants, experts, écologues ou militants d'un schéma abstrait, idéal. Et il dit: à mes yeux, l'antidote à une éthique close, rigoureuse, étouffante à la limite, eh bien, c'est le débat public. Et il développe cette idée. Donc, la dimension critique maintenant de l'éducation à l'environnement, qui est étroitement reliée à la dimension éthique, comme on a vu, et à la dimension politique, comme on le verra. Et évidemment, se pose ici la question de l'exigence de l'information, en fait, de la tyrannie de l'information. Et je suis absolument persuadée que vous vivez, chacun dans vos milieux et vos sphères, cette tyrannie, finalement, que devient la surabondance de l'information. Donc, et puis aussi se pose l'exigence de l'exercice constant du débat pour discuter l'information et la mettre en perspective. Je l'ai évoqué tout à l'heure, l'information, c'est le nerf de la guerre et la tâche est vertigineuse. Alors, à cet effet-là, Noam Chomsky apporte un éclairage intéressant. Il dit: se tenir informé, que ce soit de l'actualité, des avancées de la science ou de tout autre sujet, ben, ça demande un effort. Et la compréhension, ça se mérite. Il dit certainement à un individu isolé, ça peut paraître insurmontable, mais quand on appartient à une communauté solidaire, eh bien, ça n'est pas infaisable. Alors, et c'est la même chose pour l'autodéfense intellectuelle. Il dit: il faut une sacrée dose de confiance en soi là, pour défendre un point de vue envers et contre tous. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une communauté ou une organisation peut servir de base pour agir. Alors, et par ailleurs, il insiste aussi là-dessus: la compréhension du monde aura beau élever l'âme, elle ne sera d'aucun secours aux autres ni à soi-même
si elle n'est pas suivie de l'action. Et c'est ce qu'on trouve, dans ce très beau livre-là, Pour une éducation humaniste, et qui est repris, ce sont des idées reprises d'ailleurs par Normand Baillargeon, notre collègue de l'UQAM, dans son petit cours d'autodéfense intellectuelle. Donc oui, le développement de la pensée critique, de la rationalité critique, bien sûr, savoir appréhender des situations complexes, contextuelles, reconnaître l'incertitude, le caractère mouvant du savoir environnemental, l'importance des interactions sociales pour la construction de ce savoir-là. Donc, mais en fait, il importe d'associer à cette rationalité critique une posture de critique sociale où là interviennent des dimensions éthiques, affectives. Alors, et ce sont les deux composantes, la rationalité critique et la posture de critique sociale, qui complètent finalement l'exercice de ce qu'on appelle la criticité. Parce qu'au-delà de la pensée critique rationnelle, la posture de critique sociale nous invite à une analyse des rapports de pouvoir dans une visée d'émancipation. On pose ici la grande question du pourquoi. Mais qui décide quoi finalement et pourquoi, au nom de qui et dans quel but? Et puis, qui sommes-nous? Que voulons-nous faire? Que pouvons-nous faire ensemble? Quel est notre espace de liberté? Quelles sont nos entraves? Quels sont nos lieux et nos outils de pouvoir? Alors, en fait, on fait appel ici, nous, en éducation, à tout le champ des pédagogies critiques. Oui, on parle de la pédagogie critique, mais en fait, c'est tout un champ. Et ce champ-là a très bien été exploré par Irène Pereira et Laurence Lecoq. Et toutes ces pédagogies-là nous invitent à lutter contre toute forme d'oppression, de colonisation. C'est une éducation à l'émancipation. Alors, on pourrait réviser ici les travaux de ces auteurs fabuleux et par ordre chronologique, Freinet, Freire, Dewey, Giraud, le grand ami de Gina et Paul Joe Kincheloe. Alors, et puis, l'éducation à l'environnement a développé son propre courant critique qui serait intéressant d'explorer. En fait, je voulais juste revenir sur cette citation de Joe Kincheloe et Gina l'a évoqué, Paul l'a évoqué. Bien sûr que l'approche critique ne peut pas être réduite à une seule charge déconstructive. C'est un appel à la transformation fondée sur l'attention à l'autre. Alors, il dit, si la pédagogie critique n'est pas traversée par une bonne dose de ce que Freire appelle l'amour radical, alors elle ne sera que l'ombre d'elle-même. Et puis, en éducation à l'environnement, disons que la pédagogie critique a pris la forme de l'éco-pédagogie, entre autres. L'éco-pédagogie qui est une pédagogie critique concernant le rapport à l'environnement. Invitation, là aussi, à en apprendre davantage sur cette proposition qui a été développée par Francisco Gutiérrez et Moacir Gatotti. Donc, l'éco-pédagogie implique de récupérer les valeurs associées à la spiritualité des êtres humains, récupérer les valeurs de la subjectivité, insiste sur l'importance de la diversité culturelle, de la tolérance, de la démocratie participative, des liens entre l'injustice écologique et sociale. Et ce sont eux qui sont à l'origine de la Charte de la Terre que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors donc, la dimension critique de l'éducation à l'environnement nous invite à développer une compétence critique, donc, et vers un pouvoir agir. Puis on sait qu'en didactique, en pédagogie, une compétence, c'est un pouvoir agir. Un pouvoir agir qui est fait finalement de l'intégration de connaissances
des savoirs, d'habileté, des savoir-faire, d'attitude et de valeur, des savoir-être pour un savoir-agir. Donc, bien sûr, la dimension critique nous invite à acquérir un ensemble d'informations qu'on a validées, qu'on est capable de structurer, des savoir-faire, être capable de rechercher, traiter l'information, en faire la synthèse, développer un argumentaire cohérent, et puis des attitudes, des valeurs de scepticisme, de curiosité, capacité de se remettre en question, souci de la pertinence, et le savoir-agir, savoir juger, choisir, affirmer, s'engager dans une action pertinente, savoir construire, utiliser une information valide, savoir produire un mémoire dans le cadre d'audiences publiques, savoir lancer l'alerte, proposer l'alternative, participer au débat public. En fait, c'est un chantier incroyable d'éducation. Alors, maintenant, la dimension politique, c'est la dernière sur laquelle on va pouvoir s'attarder. Eh bien, c'est simple, la posture politique. C'est simple, finalement. Ça peut se résumer à s'occuper ensemble de ce qui nous concerne tous. Et ça nous mène à l'émergence d'une éco-citoyenneté. Alors, parler de compétences politiques en matière d'environnement, eh bien, ça fait appel à un engagement pour le bien vivre ensemble au creux de nos milieux de vie. Et déjà, il y a 10 ans quand même, au Sommet des peuples, à la conférence des Nations Unies à Rio, qui s'appelait « Sur le développement durable », eh bien, il y a eu un groupe de travail en éducation, en particulier d'Amérique latine et des milieux d'éducation populaire à travers le monde. Et on a reconnu à ce moment-là que la crise mondiale est aussi une crise de l'éducation, de son contenu, de son sens, que l'éducation est dépouillée de son contenu politique profond et en particulier de son potentiel pour former des citoyens et citoyennes capables de penser un ordre économique et social différent. Donc, il nous engage à développer des itinéraires politico-pédagogiques en fonction des besoins des populations à partir de leur propre culture et des propres écosystèmes où ils sont ancrés. Bon, ça fait 10 ans. On se demande si ça a bien bougé depuis ce temps-là du côté de l'éducation formelle. Chaya Heller démystifie elle aussi l'action politique. Ben, c'est ce qui se passe simplement quand des citoyens se réunissent pour discuter, débattre, décider des mesures politiques qui conditionneront leur existence en tant qu'habitants d'une ville, d'un village. Et en fait, la police, la cité, ben, c'est celle de tout territoire de vie sociale, d'une école, d'une université, d'une usine, d'un quartier, d'une ville, voilà. Francisco Gutiérrez insiste aussi de voir l'éducation elle-même comme une praxis politique. Ça signifie prendre parti face à la réalité sociale, ne pas rester indifférent, découvrir chez les étudiants le goût de la liberté, stimuler la volonté de résoudre ensemble les problèmes, le sentiment d'être responsable de son monde. Et cet auteur d'un tout récent ouvrage, Louis Marmos, sur éducation et conscience politique, démystifie aussi le rapport entre la pédagogie et la politique et dit c'est simple, ce rapport-là ressort du soin des autres, de l'aide à leur construction responsable. Et en fait, il cite un auteur, Hervé de Bonrivage, qui finalement montre que la conscience politique permet d'envisager le monde comme un ensemble de phénomènes interdépendants, interagissants. Alors, on ne pourra pas aborder l'idée, évidemment, de l'apprentissage de la démocratie qui est au fondement de l'éco-citoyenneté. Paul le fait magnifiquement avec ses collègues dans ses ouvrages. Insister peut-être une invitation à s'attarder à la démocratie écologique de plus en plus
On reconnaît, il y a d'initiatives qui nous invitent à reconnaître le droit du vivant, le droit des rivières, le droit des fleuves, le droit des montagnes et des paysages. Donc, la compétence politique, elle est relative à l'organisation, la dynamique de pouvoir au sein de la cité. Et comme le temps a filé, je vais rapidement cerner quelques idées sur la compétence politique. Elle aussi, tout comme la compétence critique ou toute autre compétence, elle résulte d'une intégration de connaissances, apprendre à connaître les structures et les dynamiques sociopolitiques, les lois, règlements, possibilités d'alternatives aussi de construction politique. Il faut s'informer des grands courants de l'écologie politique, de l'écosocialisme, de l'écologie sociale. Bon, la compétence politique implique des savoir-faire, analyser des situations, savoir argumenter, débattre, adopter des démarches stratégiques, et puis des attitudes, des valeurs, le sentiment de pouvoir faire, de vouloir faire, un sens de la citoyenneté, en fait, l'ancrage, la valeur de l'engagement, le sens du collectif. Donc, ça nous amène à un savoir-agir, savoir exercer une vigile critique, dénoncer, résister, choisir, proposer, revendiquer la démocratie participative, s'engager dans les débats, etc. Donc, savoir s'engager avec authenticité, courage, rigueur. Et puis, vraiment, le temps filé. Donc, j'aurais voulu insister sur la valeur de l'engagement, qui est une charnière entre éthique et politique. L'engagement comme acte identitaire, comme acte de liberté, de courage, la célébration de l'engagement. Insister aussi sur le sens de l'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté, c'est un engagement politique pour le bien vivre ensemble au creux des milieux de vie. L'éco-citoyenneté, c'est une citoyenneté consciente des liens étroits entre société et nature. C'est une citoyenneté critique, compétente, bienveillante, créative, désireuse de participer au débat public, à la recherche de solutions, à l'innovation éco-sociale. Plein d'ouvrages maintenant nous invitent à intégrer l'éco-citoyenneté dans nos actions éducatives, même auprès des petits. Les enfants sont déjà citoyens de leur monde. Il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on peut leur faire, de les inviter à concevoir et vivre un projet avec les gens de son école, ses parents, les gens de la communauté, et de se rendre compte que humblement et avec engagement, on peut réaliser des grandes choses. Cet ouvrage aussi en didactique des sciences, qui réunit les pensées, en fait les propositions de 43 didacticiens et qui propose un enseignement, une éducation scientifique et technologique activiste, définissant l'activisme comme le contraire de l'immobilisme. Considérer l'élève comme un sujet de changement, comme un sujet politique et l'enseignant comme un travailleur culturel. Les jeunes n'ont pas attendu l'école pour se mobiliser et récemment, à travers toutes leurs manifestations sur le changement climatique, mais les jeunes, justement, dans l'ensemble de leurs revendications, demandent une intégration relative à l'environnement, à leur cursus de formation. C'est une de leurs exigences, de faire en sorte que l'école, que les systèmes éducatifs s'ancrent dans les réalités du monde contemporain pour plus de pertinence. On aurait pu regarder la dimension heuristique pour stimuler la créativité, l'innovation, le design. Reconnaître que résister, c'est créer l'alternative, bien entendu, et elle existe partout si on ouvre les yeux dans nos milieux communautaires et dans nos écoles. Donc, célébrer l'alternative. Donc, finalement, l'éducation relative à l'environnement, c'est un vaste chantier collectif. C'est important d'en reconnaître l'ampleur et la profondeur de cette dimension essentielle de l'éducation.